la petite figurine, il y a le nom du dessinateur et à côté il y a marqué Antenne 2 EDF. C'est gravé dedans. Je viens d'une génération en fait où la télévision a fait la promotion de l'atome, de l'électricité en général et de l'atome en particulier, auprès des enfants. Bonjour Fleur. Alors on est très content de te recevoir ici pour plein de raisons. La première, c'est que ça fait 10 ans qu'on suit tes activités de chanteuse à la pointe de l'actualité et que grâce à ta présentatrice de 4e génération, Astrid, on est informé régulièrement de la météo du nucléaire. Et si on t'invite aujourd'hui, c'est pas seulement du fait de l'actualité assez insensée du nucléaire en ce moment, c'est que tu sors un livre, un petit livre vert qui s'appelle « Le nucléaire, c'est fini », qui poursuit en fait le travail d'Astrid, qui est en l'occurrence, dans l'espace public français, la seule personne qui traitait régulièrement de la question du nucléaire et en tentant de la rendre sensible, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc voilà, on a une première question pour toi. Il y a une sorte de convenance en France qui veut qu'on ne parle pas trop du nucléaire, à part quand il faut absolument mentir sur des accidents qu'on peut plus taire. D'un côté, il y a ceux qui exploitent le nucléaire et qui préfèrent le silence, qu'on n'en parle pas trop. Et de l'autre, il y a ceux qui consomment l'énergie, nous. Et en règle générale, on a plutôt tendance à regarder ailleurs. Et donc, c'est cette situation singulière, la France, du pays le plus nucléarisé du monde, et où il semble que le nucléaire intéresse le moins de gens au monde. Ce soi-disant pays des Lumières, il semble que les Lumières doivent s'appliquer à tout, sauf aux conditions de production de la lumière. Et comment t'expliques ça ? Sur la question de l'intérêt, en fait, de savoir si ça intéresse pas les gens, le nucléaire. Moi, je pense vraiment que ça intéresse les gens, sinon j'aurais peut-être pas passé 1 an à faire un bouquin là-dessus. Mais mon sentiment, c'est que ça intéresse les gens et ça les intéresse de plus en plus. Mais tu as quand même raison de préciser que c'est un sujet qui est compliqué à aborder. Ce désintérêt, on peut partir de cette hypothèse, effectivement, le nucléaire n'intéresse pas les gens. Il a été en fait construit et il est bâti sur un certain nombre d'éléments historiques et politiques. En fait, déjà, il y a cette espèce de croyance que l'État nous protège. Quand on considère que l'État nous protège, on n'a pas trop de raison de penser qu'il est en train de nous menacer avec 58 réacteurs nucléaires et que ça peut éventuellement nous faire du mal. Donc ça dépend évidemment du rapport qu'on a à l'État. Ce rapport-là est en train de changer en France en ce moment. Donc je crois que la dernière année, c'était assez clair que l'État... Si on accepte l'idée que les violences policières sont des violences d'État, ce qu'à mon avis il faut faire, l'idée selon laquelle l'État nous protège devient de moins en moins évidente. Donc il y a l'émergence d'une critique de l'État et effectivement, comme le nucléaire, c'est l'État nucléaire en fait. La première chose à faire, c'est d'être capable d'articuler une critique de l'État pour pouvoir critiquer le nucléaire. Sinon, évidemment, on n'est pas en mesure de le faire. Après, il y a l'autre aspect que tu évoquais sur... tu disais regarder ailleurs, c'est ça, en gros parce qu'on consomme de l'énergie nucléaire, on serait censé ne pas la critiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui aussi a été construit, parce que je pense que si on demandait aux gens est-ce qu'ils veulent vraiment être chauffés à l'électrique, payer très cher et avoir très froid, ils auraient sans doute pas fait ce choix en fait. Donc voilà, c'est pas parce que ce choix leur a été imposé qu'ils n'ont pas le droit de critiquer. C'est pas parce que ce choix nous a été imposé qu'on n'a pas le droit de le critiquer. Mais effectivement, du coup, il y a un discours de culpabilisation. Ça reviendrait en gros à cracher dans la soupe, quoi. Quand on critique le nucléaire, si tu critiques le nucléaire, alors c'est que tu veux te passer de chauffage l'hiver. Donc choisis ton camp, camarade, quoi. Il y a un côté comme ça. Toujours l'histoire des bougies. Voilà, le fameux retour à la bougie. C'est pas mal la bougie par ailleurs, dans certains contextes, ça peut fonctionner éventuellement. Et puis il y a autre chose qui a beaucoup joué sur
pour installer une sorte d'ambiance de non-intérêt. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer beaucoup. C'est la façon dont le thème a été abordé dans les débats, sur la place, dans l'espace public. Franchement, les débats pro-nucléaire versus anti-nucléaire, c'est une forme qui est tout à fait à l'avantage de l'industrie nucléaire. Et en fait, ça revient à articuler des sortes de débats d'experts. Moi, dans le bouquin, c'est ça, j'ai essayé de sortir de cette logique-là et de démontrer de différentes manières qu'il n'y avait pas besoin d'être expert pour être anti-nucléaire. Ça revient à regarder les gens se lancer des arguments, et donc il faut que nous, spectateurs, on arbitre. Est-ce que c'est 3 millions L'autre, il dit non, c'est 2 millions. Et finalement, on se retrouve comme ça, par un truc centrifuge, on se retrouve éjecté, en fait, mis loin de la problématique. Donc voilà, effectivement, mais c'est aussi que ça, c'est pour les aspects un peu culturels, on va dire, en France, mais il y a aussi une dimension matérielle, quoi. C'est-à-dire que ne pas parler du nucléaire, c'est quelque chose qui a été construit matériellement. Il y a eu des articles sur Bure, par exemple, qui sont intéressants, un article de Jérôme Torel qui parlait de la façon dont les millions sont arrivés sur Bure pour fabriquer ce silence. Je connais des gens qui ont habité à La Hague aussi et qui parlent beaucoup de ce silence nucléaire. C'est quelque chose qui a été fabriqué, quoi. Et puis, il y a aussi toute l'histoire politique autour du secret défense. À chaque fois qu'on veut s'intéresser à cette question, on se retrouve opposé des notions de secret. Donc en fait, quand on veut s'informer là-dessus, c'est hyper compliqué. Donc on consulte les communiqués d'EDF, quoi. C'est un peu comme ça qu'est né Astrid. C'est de l'indigence, en fait, de l'information sur ce sujet. Et donc on va essayer de parler avec les seuls éléments qu'on nous donne, et on va essayer de les critiquer parce que c'est que ça qu'on a. Voilà. Et puis peut-être aussi quand même, il faudrait réfléchir au rôle de la presse par rapport à ce silence nucléaire, quoi. Quand il y a un accident, un incident, des problèmes, moi je regarde beaucoup dans la presse locale, parce que c'est à peu près les seuls qui en parlent, mais très souvent il y a 1, 2 ou 3 articles dans les journaux, mais c'est les mêmes. Et c'est pas des dépêches AFP, quoi. C'est des dépêches EDF, en fait. Donc à partir du moment où on a une entreprise qui se retrouve à assurer elle-même son service de presse, qui fait elle-même, qui devient une agence, en fait, de presse, et où les journaux acceptent de faire des articles qui sont grosso modo une ressucée des communiqués d'EDF, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour s'intéresser. Parce que, pourtant, les journaux en question, autant les villes qui acceptent d'accueillir des centrales, on sait qu'elles ont reçu des piscines olympiques par dizaines et des millions, autant la presse locale, en l'espèce, c'est quoi? C'est juste une soumission en fait à l'ordre d'ensemble, à l'ordre public d'ensemble ou... En fait, c'est un travail de com fait par EDF pour avoir ses entrées dans tous les journaux locaux au cas où. Bon, c'est un gros sujet, hein, le nucléaire et la presse, mais il y a déjà toute une partie de la presse qui est subventionnée. Donc on peut imaginer que des pressions, qu'ils puissent être sensibles et qu'ils n'aient pas envie de se faire mal voir du pouvoir politique. Et puis dans la presse locale, il y a aussi des vraies imbrications entre les journalistes et puis les entreprises. Locales. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où tout un territoire accepte que le nucléaire c'est bien parce qu'ils ont donné des millions, les journalistes sur place et les rédactions en chef aussi ont parfois tendance ont tendance à suivre ce mouvement. Et puis aussi ils se heurtent, et là ils sont dans la même situation que n'importe qui veut réfléchir à ces trucs, ils se heurtent au fait que EDF dit rien, quoi. Donc à partir du moment où on leur pose la question et qu'ils disent non, on n'a rien à vous dire et on vous dira rien, va faire un article. Donc il y en a qui décident de ne pas faire d'article, c'est comme ça que s'installe le silence nucléaire. Et puis il y en a qui décident de relayer quand même la dépêche EDF et qui font des articles qui ne nous disent pas grand-chose, quoi. C'est ça que tu appelles le silence nucléaire, alors? Ouais. Oui. J'en ai fait l'expérience une fois. J'avais proposé à un rédac-chef de faire une année en fait de déplacement et d'aller voir en fait près des centrales, de discuter avec les riverains, les gens qui étaient là, etc., de voir comment ils percevaient la présence des centrales. Et en fait, il a rien dit. Il a regardé, j'ai proposé le projet, il a regardé fixement ailleurs. Ça m'a paru très très long, mais ça devait être peut-être, 7 ou 8 secondes. Et il a juste changé de sujet. C'est-à-dire, il n'a même pas dit non.
C'était ça. Et pour moi, c'était une expérience sensible du silence nucléaire. Du silence, ouais. Donc, d'un côté, il y a ce dogme de l'infaillibilité nucléaire, et de l'autre, il y a à chaque fois que on s'intéresse au fonctionnement concret d'une centrale, à l'occasion des incidents toujours plus fréquents qui se produisent, le sentiment, ou à chaque fois que EDF lâche des informations à ce sujet, l'impression d'un bricolage un peu ridicule, quoi, comme la centrale du Blayais, là, quand il y a eu la tempête en 99, et où on apprend qu'en fait, il a tenu à un ingénieur d'actionner un circuit de backup, que sans ça, le Blayais aurait explosé, quoi. C'est vraiment, ça fait pas sérieux, en fait, le nucléaire. Donc, c'est cette espèce de truc. D'un côté, une image de perfection technologique, le bleuté des piscines, les types tout en blanc, en combinaison immaculée, tout ça. Et de l'autre, la réalité du geste inapproprié du sous-traitant qui a pas compris que la vanne 3, c'était pas la vanne 4. Et que, ou donc, du salarié. et que donc le circuit secondaire a explosé. Et ça, qu'est-ce que tu dis là-dessus ? Alors, je vais te répondre sur l'infaillibilité, mais juste pour les piscines, une petite anecdote. Pour le bouquin, j'ai cherché l'histoire de la construction des piscines en France. Parce qu'il y a une partie dans le livre qui essaye de réfléchir aux mots et de décontaminer les mots vers la fin du livre. Et en fait, j'ai découvert qu'en France, il y a eu un plan 1000 piscines qui a été lancé en même temps que les centrales nucléaires, entre 69 et 80, et que en gros les piscines municipales telles qu'on les connaît, elles ont le même âge que celles des centrales, elles ont été conçues en même temps. Voilà, j'en ai pas attiré. Il y aurait vraiment une recherche à faire sur les relations, de savoir si les piscines n'ont pas été créées sous cette forme aussi pour faciliter l'acceptabilité des piscines nucléaires, etc. Enfin, il y aurait une réflexion à avoir sur la forme piscine. Une généalogie de la piscine. Voilà, une généalogie de la piscine nucléaire ou non. Et savoir comment, parce que finalement, c'était pas pour ça devienne un truc agréable dans lequel on se sente bien, etc., pour ensuite avoir le droit de faire barboter les déchets. Pure hypothèse, j'en sais rien, hein, mais juste, c'est marrant que le plan d'une piscine, et justement, il y a des textes qui disent « Oh là là, mais le problème de ces piscines, c'est qu'elles ont 40 ans, elles sont en fin de vie, il faut les refaire. » Enfin bon, juste une parenthèse. Mais sur l'infaillibilité, oui, c'est vrai que il y a cette affirmation complètement péremptoire qu'il ne peut rien se passer de grave parce qu'on maîtrise la situation. Ça, c'est l'affirmation habituelle d'EDF. Effectivement, tu parlais du geste inapproprié. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé le 25 août à Civaux. Il y a eu un arrêt d'urgence et en fait, ils n'ont rien dit pendant plusieurs jours. Alors que le Blayais avait le même genre d'arrêt d'urgence, mais avait donné des détails et tout. Mais le Civaux, en général, ils n'aiment pas trop communiquer, donc ils n'avaient rien dit. Et quand ils ont parlé, c'était pour dire oui, il y a un salarié qui a merdé, quoi. Je ne sais même pas si c'est un sous-traitant ou quelqu'un qui est employé directement par EDF. Mais c'est complètement fou comme défense. Ils passent leur temps à expliquer qu'il y a des backups au niveau technique, qu'au niveau des erreurs humaines, c'est pas possible parce qu'il y a de la supervision, etc. Et quand il y a un gros problème et qu'ils veulent pas dire, un gros problème, quand il y a un problème et qu'ils veulent pas dire ce qui se passe, pour une raison ou pour une autre, qu'on ignore toujours, ils disent c'est une bourde d'un salarié, c'était inacceptable et on va prendre des mesures contre lui. Mais s'il peut y avoir une bourde de salariés dans une centrale nucléaire, c'est qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Donc ça s'appelle l'erreur humaine, c'est basique, c'est simple et juste c'est quelque chose qui existe. Tu citais le cas de quelqu'un qui avait bien réagi et sauvé le coup, ça arrive assez souvent. Heureusement, mais ça n'arrive pas toujours, ça arrive aussi dans l'autre sens, quoi. Tchernobyl, c'était des erreurs de manœuvre, des trucs mal regardés, voilà. Et donc, il y a déjà eu des accidents sérieux en France, parce qu'on en entend rarement parler. Par exemple, on a appris très tardivement qu'il y avait eu en 80 un lâcher de plutonium dans la Loire. Parce que Saint-Laurent-des-Eaux avait eu un accident, donc on a appris ça des décennies après. Alors si je me souviens mal, je crois qu'il y a Marcel Boiteux
le PDG d'EDF et le grand concepteur du programme nucléaire français, en même temps que l'économiste qui a mis en place tout le système de tarification après 1945 en France, qui avait réagi à ça en disant oh, bah, c'est quand même pas grand-chose. Du plutonium dans la Loire, non, c'est pas grand-chose. Et donc, tu veux pas nous raconter un peu quelques petits accidents comme ça qui ont pu échapper à notre attention? T'as pas quelques catastrophes françaises en stock? Bah ouais, il y en a eu plusieurs. En fait, il y a différents registres d'accidents. Mais dans disons que voilà, il faut juste préciser le mot d'accident. Les autorités nucléaires ont fabriqué des gradations avec des échelles qui vont de 1 à 8 et 10 de 1 à 3, c'est un incident, de 4 à 8, c'est un accident. Donc en théorie, on n'a pas le droit d'utiliser le mot accident. Bon, ça c'est quelque chose qu'à mon avis, il faut refuser. Enfin, on a le droit d'appeler accident ce qu'on veut appeler accident. Mais en termes accident nucléaire reconnu comme tel, etc., effectivement, il y a eu Saint-Laurent-des-Eaux en 80. Mais ce n'était pas le premier du tout. En fait, Saint-Laurent-des-Eaux, c'était un récidiviste. Il y en a eu 3 en tout à Saint-Laurent-des-Eaux. C'était vraiment une des centrales où il y a eu plein de problèmes. Donc en 69, il y a eu, pendant un chargement de combustible, une mauvaise manipulation et la fusion de 50 kilos d'uranium. Ça a été très compliqué pour aller les récupérer. Le Point avait fait un article là-dessus en 2011 où ils avaient retrouvé des gens qui avaient participé à ça et qui racontaient qu'en gros, il avait fallu faire un trou de 30 cm en hauteur dans la tôle en acier pour rentrer pour envoyer les mecs aller racler. Ils avaient juste des raclettes à la con, quoi, juste des raclettes. À la liquidateur, quoi. À la liquidateur. Ouais, c'était des liquidateurs. Et en fait, d'abord, ils avaient construit une maquette dans l'urgence en 10 jours pour qui s'entraînent à intervenir. Ensuite, ils avaient chacun 2 minutes. Ils ont été faire gratter, etc. Là, à cette époque-là, il y a déjà eu 100 personnes qui étaient intervenues. Ensuite, en 80, ça c'était sur le réacteur 1. En 80, sur le réacteur 2, il y a eu à nouveau une fusion du cœur. C'était que 20 kilos, mais sauf que c'était hyper radioactif parce qu'il était dedans depuis longtemps. Et là, il y a eu 500 personnes qui ont dû intervenir. Et à chaque fois que EDF, quand on a demandé s'il y avait eu un suivi épidémiologique, sanitaire en fait, sur les personnes qui étaient intervenues, EDF ne donne pas de données. On ne sait pas si les gens qui sont intervenus n'ont pas été suivis ou s'ils ont été suivis mais qu'ils ne veulent pas le dire, en gros. Donc là, à ce moment-là, effectivement, il y avait eu pareil, quoi, des gens qui avaient été grattés. Et il y avait eu aussi un autre accident, dont je ne me rappelle pas le détail, mais sur une piscine, la même année, en 80. Alors l'accident de 69, ça a eu pour conséquence assez directe, en tout cas c'est la même année que l'abandon du programme nucléaire français, que de l'abandon de la filière française. C'est-à-dire que c'est en 69 qu'on a décidé que les réacteurs français, graphite gaz en l'occurrence, c'était pas terrible et qu'on allait plutôt prendre une franchise sur le modèle américain. Voilà, il y a eu d'autres accidents aussi. Donc effectivement, il y a eu du plutonium dans la Loire. L'IRSN d'ailleurs, une des formules pour pouvoir reconnaître les accidents, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de rejet identifié. À partir du moment où tu dis qu'il n'y a pas eu de rejet identifié, tu mens pas en fait. Tu dis juste que tu n'as pas identifié les rejets. Et plus tard, quand les rejets sont identifiés, tu te retrouves à dire voilà, maintenant on a identifié les rejets, donc il y a eu des rejets. Il y a eu ensuite à Paluel récemment, là, en 2016. Ah oui, raconte-nous grand carénage Paluel. Parce que ça, c'est quand même une petite histoire que tu racontes dans ton livre et qui est très très édifiante sur le professionnalisme de l'industrie nucléaire. Oui, et les problèmes que pose la sous-traitance. En fait, c'est une journaliste de Basta qui avait bossé là-dessus. Voilà, le grand carénage, ça consiste à remplacer les pièces sensibles et les plus fragiles, qui sont les plus vieilles en gros, et qui risquent le plus de péter, pour pouvoir prolonger la durée de vie des réacteurs. Et Paluel, c'était la tête de série pour les 1300 watts, c'est-à-dire c'était le premier grand chantier, c'était pour montrer le savoir-faire, etc. Et dans le savoir-faire, il fallait pouvoir enlever un générateur et le remplacer par un nouveau. Un générateur de vapeur, bon, bientôt tout le monde saura ce que c'est, vu les problèmes de soudure qu'il y a en ce moment. Mais enfin, c'est un truc qui fait 435 tonnes, 22 mètres de long, des trucs énormes, voilà. Et c'est pas si simple que ça à basculer, à sortir de l'un et à remplacer par l'autre. Donc EDF s'est dit, je sais pas vraiment trop faire, je vais sous-traiter.
Et son sous-traitant s'est dit moi je prends pas le risque, je vais sous-traiter. Et le sous-traitant a dit pareil, etc. Et au final, il y a eu donc de la sous-traitance de sous-traitance. Et au moment où le truc devait basculer, en fait, il y avait une sorte de rambarde, enfin quelque chose qui devait retenir le générateur. Ce truc a lâché et le générateur est tombé de tout son long, comme ça, paf, sur la dalle du réacteur et aussi sur la piscine, qui heureusement était vide. Il y avait aussi une dizaine d'employés qui étaient là, qui heureusement ne sont pas tombés dessous, enfin, se sont pas retrouvés dessous. Donc il n'y a pas eu de mort, le truc n'a pas cassé, il n'y a pas eu de décharge, la radioactivité n'est pas partie. Parce qu'un générateur, c'est un truc qui est plein d'eau radioactive, d'eau du circuit primaire, on dit. Donc si ça casse, c'est hyper dangereux. Donc ce truc est tombé de tout son long. Apparemment, les gens qui étaient là ont été très traumatisés par le bruit et l'expérience. Et EDF dit c'est pas grave, on va s'arranger, on va le sortir, etc. Et puis les jours ont passé, c'est des jours à 1 million d'arrêts. Enfin, c'est des jours très chers, quoi. Et en fait, ils n'arrivaient pas à le sortir. Et donc au bout d'un certain temps, ils ont fait appel à Westinghouse. Allô maman. En gros, c'est ça. Qui n'avait pas encore fait faillite à l'époque. Hein, c'était quelques mois avant la faillite de Westinghouse. Mais bon, ça c'était Westinghouse France, et qui s'est associé avec une entreprise des Pays-Bas. Et au bout d'un an de cet arrêt à 1 million par jour, je connais pas les sommes exactes, mais c'était vraiment très, très cher, c'est des gros budgets. Ils ont réussi à sortir le générateur. Mais c'est vrai que ça, c'était un accident industriel et que ça augure assez mal du grand carénage. C'est pour ça que dans le bouquin, je rigole et je dis qu'ils auraient mieux fait appeler ça le grand carnage. Voilà. Sinon, sur les accidents aussi, je repense à un truc que j'ai oublié dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Il y a eu au Blayais quelque chose qui n'a pas été considéré comme un accident parce qu'il n'y a pas eu de relâchement de radioactivité, etc., mais qui donne une idée assez claire d'un scénario possible et assez inquiétant. C'était en 99. Il y a eu une inondation avec une rupture d'alimentation électrique primaire et secondaire, c'est-à-dire la principale et celle qui doit secourir à tour de rôle comme ça sur les 4 réacteurs du Blayais. Et en fait, le site a été totalement isolé, n'était plus accessible par la route. Il y a une digue qui a été partiellement détruite. Le truc s'est retrouvé sous l'eau. Donc tout était noyé. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont activé leurs cellules de crise, enfin truc à se retrouver dans des bureaux en disant bon, c'est maintenant, c'est la catastrophe nucléaire, comment on fait, etc. Et bon, il y a eu un enchaînement, les gens sur place ont réussi à gérer, il y a eu aussi sans doute un peu de chance, il y a eu tout un enchaînement de choses qui a fait qu'il n'y a pas eu de fusion. Mais enfin, on est passé quand même assez près. Et ça c'était le 27-28 décembre 1999. Et ils ont rien dit. Pendant 5 jours, voilà, c'est ça, pendant à peu près 5 jours, il n'y a eu peut-être c'était 5 janvier qu'ils en ont parlé, je ne sais plus. En tout cas, début janvier, il a fini par avoir des infos là-dessus. C'est sorti dans Ouest France et après ça, il y a Élise Lucet qui a ouvert le journal en disant « Nous ne l'apprenons qu'aujourd'hui, nous avons failli avoir une catastrophe nucléaire, etc. » Et EDF a dit « Ah mais non, mais nous, on avait tout mis sur le serveur Magnuc Minitel. » C'était public. Voilà, c'était public, vous aviez qu'à regarder. Ça, c'est un exemple très typique de ce qu'on peut appeler la communication confidentielle. Qui fait que, effectivement, il faut un peu se spécialiser pour aller trouver l'info. C'est-à-dire, effectivement, ils disent les trucs, mais si tu ne vas pas les chercher, ils les disent écrits en tellement petit et dans des petits endroits spécialisés. Chaque centrale a sa page dédiée, il n'y a rien qui centralise tous les problèmes, etc. Oui, d'accord, l'info, elle était sur le serveur Magnuc, quoi. Et ça pose la question toujours du contrôle, de qui contrôle les contrôleurs, des contrôleurs, tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors le contrôle, normalement, en France, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui s'en occupe, l'ASN. La question de l'indépendance de l'ASN est une grande question. Donc c'est ce qu'on appelle en général dans les médias, sur un titre un peu accrocheur, le gendarme du nucléaire. Le truc avec l'ASN, c'est que même si on fait l'hypothèse qu'il y a une certaine indépendance, Pierre-Franck Chevet, qui dirigeait ça avant, et le nouveau, on peut leur faire crédit d'une certaine forme d'indépendance politique. En tout cas, on peut partir de cette hypothèse. On n'a pas de raison d'être complètement méfiant. Simplement, il y a un problème structurel, c'est que l'ASN n'est pas puissante.
Donc, à partir du moment où ça fait des années qu'ils pleurent à chaque communiqué pour demander 5 postes en plus, ils sont hébergés, leurs locaux partagent les standards avec ceux de la DREAL, de la préfecture à Lyon, par exemple. Donc, pour l'indépendance, c'était le Canard qui racontait ça cette semaine. C'est vrai que, pour l'indépendance, par rapport à l'autorité politique, quand on a le même standard qu'on est dans la préfecture, en gros. Et qu'on dépend du même corps d'État, en l'occurrence le corps des mines. Ouais, après c'est le parcours des gens qui sont dedans, le parcours professionnel et intellectuel, quoi, qui pose problème. Mais on peut envisager qu'il y ait une certaine forme d'autorité de l'ASN. Sauf que voilà, quitter un truc qui est petit comme ça, qui doit être autoritaire face à un ou deux, selon qu'on considère que État de France et EDF c'est la même chose ou deux choses différentes. En fait, c'est essentiellement une même chose, mais quand on est tout petit comme ça et qu'il faut avoir beaucoup d'autorité face à quelqu'un qui est grand comme ça, c'est difficile. Donc, moi, je suis un petit peu sceptique et je trouve que très souvent, en regardant le détail, il y a des sortes de jeux d'autorité, en fait, où ils font semblant de dire nous plaçons Flamanville 1 et 2 sous autorité. Ça, c'était encore la semaine dernière. Ouais. Nous plaçons Flamanville 1 et 2 sous surveillance renforcée. Vous savez pas faire de la maintenance, vous savez pas faire de l'exploitation, vous savez pas gérer vos sous-traitants. Il y a tout qui merde dans votre centrale, c'est un scandale. Attention, on vous a à l'œil. Et puis en parallèle, ils laissent la main à EDF pour annoncer que, en gros, EDF enquête sur Framatome, qui est donc EDF en fait. Donc EDF enquête sur elle-même parce qu'il y aurait peut-être des problèmes sur des composantes, mais on vous dira lesquelles quand ça nous arrange, etc. Dès le début de cette communication, par exemple la semaine dernière à la SN, ils ont été très très discrets. Ensuite, ils ont fait des déclarations, mais voilà, c'était un peu je te laisse dégonfler l'affaire des 20 générateurs. Qui ont des graves problèmes de soudure, mais je te mets sous autorité, sous surveillance renforcée sur Flamanville. Je ne sais pas, peut-être j'interprète, mais en tout cas, pour moi, il y a des sortes de jeux de communication qui ne sont pas complètement rassurants. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder les vidéos de Pierre-Franck Chevet, et en particulier les vœux de chaque année, il y avait les vœux de Pierre-Franck Chevet. La première année, je les ai regardés, c'était il y a quelques années, il disait il est possible qu'à très long terme, il y ait des problèmes, mais pour l'instant, ça va. L'année d'après, il disait à moyen terme, il faudrait quand même faire un peu gaffe, on ne sait jamais. L'année d'après, la possibilité d'un accident nucléaire à court terme n'est pas à exclure. Et la dernière année, il y a vraiment plein de problèmes à gérer, ça va venir très vite, il nous faut des postes, au secours. Donc, c'était hyper... juste de mettre côte à côte les vœux de Pierre-Franck Chevet, ça disait il y a quand même un truc qui se passe au niveau du nucléaire en France et aussi peut-être une certaine indépendance au sens, une réelle préoccupation de la SN pour en parler. Mais apparemment, ils n'ont pas les moyens de travailler, quoi. Est-ce que à chaque fois qu'on se penche sur la question et l'histoire du nucléaire en France, ce qui est troublant, c'est combien ça vide de sens en fait tout le discours public sur la démocratie, les décisions publiques. On est face à une décision, la décision de nucléariser la France, qui a été prise absolument hors de tout cadre, purement par l'exécutif. Il n'y a jamais eu de décision de nucléariser la France. C'est le corps des mines et le Premier ministre et la technocratie gaulo-communiste en fait qui a décidé de nucléariser le pays. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'effectivement, pour répéter quelque chose qui est frappant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grève en France, on nous parle de prise d'otages. Mais s'il y a bien une chose qui constitue une prise d'otages silencieuse et massive de la totalité du pays depuis bientôt 40 ans, c'est quand même nucléaire, le programme électronucléaire français. Ouais, on peut dire ça, oui. On peut dire ça parce qu'effectivement, déjà, le nucléaire, c'est une arme. C'est une arme contre les populations. C'est clairement une arme. Enfin, en tout cas, c'est une arme qui menace directement les populations. Il y a le côté bombe pour les autres populations et centrale pour la population intérieure, quoi. Donc, effectivement, on peut parler de prise d'otage. Oui, ce qui est marrant, c'est que c'est une sorte de prise d'otage qui s'est fait, on pourrait dire, qui s'est faite en direct à la télé, en fait. Si on repense au passage célèbre de Messmer, qui était en mars 1974, il y a Messmer qui était donc le Premier ministre de Pompidou,
qui fait un entretien télévisé, on peut retrouver ça facilement sur les archives de l'INA, mais c'est un passage assez célèbre, où ils discutent très cordialement de questions d'énergie en France, etc. Vraiment d'un ton très convenu. Et à un moment donné, il y a, donc ils sont dans un certain, enfin Mesmer est dans un certain angle comme ça, ils discutent avec Avada. Et à un moment, il se tourne vers la caméra comme ça et il dit: nous avons pris aujourd'hui une décision très importante, celle de mettre des centrales nucléaires partout. Ils annoncent 13 centrales, etc. Voilà, en gros, nous allons mettre des centrales nucléaires partout et vous n'aurez pas le choix. Ça va coûter une fortune, 1 milliard de francs de l'époque par centrale, et c'est comme ça. Et ensuite, ils reprennent la discussion sur le ton de l'échange cordial. Donc ça, effectivement, c'était clairement... C'est intéressant quand même la formulation. Nous avons pris aujourd'hui même, ça c'est le soir, hein, à l'ORTF, en direct à la télé, dans tous les ménages, sur la chaîne. Nous avons pris ce matin même une décision. Ça veut dire, le matin ils ont décidé, le soir ils l'annoncent aux gens, et demain ils commencent. Ça c'était la grande période de la mise en scène de l'activité politique. Et tout. Qu'est-ce qu'ils savent bien ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils sont bien organisés, etc. Évidemment, la population est totalement exclue de ce dispositif. Je ne vais pas refaire le laïus, ça démontre bien que le nucléaire n'est pas démocratique, ça c'est juste une évidence. Mais ça va plus loin que ça, parce que pour le bouquin, j'ai relu les échanges parlementaires, là, les séances du 14 et 15 mai 1975, où c'est les discussions. Alors, pas sur un texte, parce qu'il n'y a pas de texte. Et justement, il y a des députés qui râlent en disant quand même, on fait un programme électronucléaire et il n'y a pas de vote. Et on dit, les autres leur répondent, oui, en fait, c'était un député de Haute-Savoie, un gaulliste, qui s'appelait Maurice Herzog, qui leur dit, oui, bon, vous râlez parce qu'il n'y a pas de vote, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas de vote. Simplement, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes la 5e personne à prendre la parole, et sur les 5 précédents orateurs, aucun n'a contesté le fait nucléaire. Le fait nucléaire. Donc, j'en conclus que le fait nucléaire est le programme à l'assentiment de l'Assemblée. Allez à Jacques Taest. Voilà, nucléaire, Jacques Taest, je dis dans le bouquin. Voilà, donc le nucléaire est jeté. Ce sera comme ça. Et il a une formule vraiment qui dit bien, qui résume tout, qui dit la France est placée, ou je ne sais plus s'il dit le pays, la France est placée devant l'obligation nucléaire. Voilà, tu as raison de parler de prise d'otage, au sens où il y a une dimension autoritaire totale, assumée, pas du tout de consultation de la population, pas de consultation et de vote, aucun vote au niveau de l'Assemblée. On ne va quand même pas faire un vote pour décider le programme électronucléaire. Enfin, c'est de l'ordre c'est l'État, quoi. L'État, c'est nous. Et pas non plus de consultation des collectivités territoriales, des maires et tout, qui devaient accueillir une centrale, quoi. On leur disait, enfin, ils apprenaient que c'était chez eux. Voilà, vous avez été choisis, ça sera là. Si vous avez des observations, transmettez-les, mais ça ne changera rien, quoi. Et c'est ça qui est beau quand même, c'est que le nucléaire, entre autres choses que ça permet de voir, je trouve que ça met en lumière ce qu'il faut bien appeler l'irresponsabilité des responsables à tous les échelons, qui est quand même frappante, quoi. Ouais, et c'est difficile d'ailleurs, encore une fois, de distinguer les responsabilités politiques et les responsabilités industrielles. On dirait vraiment que c'est une... Enfin, ça va ensemble. Il y a un film qui a été diffusé, justement qui n'a pas été diffusé, qui a été censuré en 1975, qui devait accompagner le lancement du programme Mesmer, qu'on peut trouver sur les internets, et qui s'appelle « Les atomes nous veulent-ils du bien ?» qu'il faut regarder. C'est un film vraiment intéressant parce que c'est un film critique et donc qui n'a pas passé la barrière de l'ORTF. Il y a eu tout un débat. Je suis en train de regarder exactement ce qui s'est passé. C'est intéressant, mais en gros, ils ont voulu le reprogrammer plus tard en faisant un débat, etc. Et dans ce film, vers la fin du film, il y a une séquence où il y a un des responsables du centre de stockage de la Manche. Donc le centre de stockage de la Manche, c'est un peu... c'est à La Hague. Et c'était l'endroit où ils ont entassé tout plein de bidons
venant de différents pays d'ailleurs, et pas trop identifiés sur leur contenu. Et le mec, il est en plein vent, comme ça, avec son manteau, son espèce de grand par-dessus. Et le journaliste lui dit « Mais comment vous allez faire pour surveiller ces bidons pendant toute la durée Enfin, ça va durer combien de temps, quoi ?» et le journaliste qui a bossé et qui sait que la durée de vie du plutonium, c'est 24 000 ans, etc., elle lui dit « Mais comment vous allez faire pour la demi-vie du plutonium, comment vous allez faire pour surveiller ces déchets pendant 24 000 ans ?» Déjà, le mec est content, parce que le journaliste n'a pas... Enfin, il est content qu'on lui dise 24 000, parce qu'en vrai, c'est 240 000. Parce que ça, c'est juste la demi-vie, et pour que ça devienne moins radioactif, il faut attendre une dizaine de demi-vies. Donc déjà, le mec, il se dit, trop bon, le journaliste, il a mal compris le truc et tout, et il répond tranquillement que, en gros, pour être sûr que ça se passe bien pour les 24 000 prochaines années, il faut regarder comment ça va se passer pendant les 100 premières années, et si ça se passe bien pendant les 100 premières années, alors ça se passera bien pendant les 24 000 prochaines années. C'est un exemple parfait d'irresponsabilité, en plus que de conception du temps complètement délirante, etc. Et là, il y a une inversion, c'est-à-dire que normalement, c'est le responsable du centre de stockage qui devrait se préoccuper de ces questions. Et en fait, c'est le journaliste qui est complètement, enfin, je sais pas, choqué, quoi, révolté, on peut dire, qui lui dit, mais quand même, c'est pas un raisonnement, enfin, vous pouvez pas dire ça. Et puis en gros, le mec, il dit, bah si. Dans ton livre, tu cites une phrase comme ça d'un ingénieur qui se pique d'expertise et qui lâche au sujet donc de le prochain accident nucléaire majeur qui désormais de toute façon est dans les tuyaux, littéralement. L'ingénieur, il lâche cette phrase pour évaluer la question du prix, enfin le tarif, la mesure de la valeur de l'accident à venir. Il dit littéralement, et sans que ses collègues se disent bon, c'est un cas avéré de psychose parce que c'est pas possible d'écrire une phrase comme ça. Le type donc écrit tel quel: la victime de l'accident nucléaire, c'est la population, les enfants, les gens vulnérables, tout le monde. Non, la victime de l'accident nucléaire, c'est l'économie française. Ça, c'est quand même comment t'expliques qu'un type puisse librement écrire ça et qu'il n'y ait personne sur le chemin du rapport en question qui lui dise « Ben non, mon vieux, t'es en train de déconner sérieusement. » là. Oui, alors cette phrase, c'est dans un rapport. Alors, je ne sais pas qui on doit pouvoir trouver. Hein. J'avoue, je n'ai pas cherché qui était l'auteur. C'est dans un rapport de 2007 qui a été publié par l'IRSN, dont je parle pas mal dans le bouquin en m'appuyant sur les travaux d'ailleurs d'une chercheuse qui s'appelle Cécile Topsou qui a bossé là-dessus. Et en fait, c'est un travail d'évaluation des coûts de l'accident. Je pense qu'il y a un auteur, je ne pense pas que ce soit un travail collectif, j'imagine qu'effectivement c'est une personne qui a écrit ça. Et il y a un des chapitres où il y a effectivement ce titre, le coût de la victime de l'accident nucléaire majeur, c'est l'économie française. Et même c'est pire que ça parce que dans le texte lui-même, ils disent c'est l'économie française qui est la réelle victime de l'accident. C'est encore pire parce que ça déréalise complètement la souffrance et les problèmes sanitaires, etc. Alors, comment on peut dire ça ? Bon, soit c'est quelqu'un qui est en fait un ingénieur comptable, enfin un comptable plus qu'un ingénieur, quoi. Soit c'est quelqu'un qui parle à des gens qui n'ont que ça comme réalité en tête, enfin qui sont sur des logiques de gestion et qui essayent de leur adresser la parole. Je sais pas, il faudrait savoir qui a écrit ça exactement. Mais c'est-à-dire pour les toucher au cœur un peu, quoi. Non, mais peut-être oui, t'as raison, c'est ça pour que ça les intéresse finalement voilà, vous allez être ruiné, quoi. Enfin, voilà. Mais enfin bon, pour essayer d'expliquer la logique qu'il y a derrière cette phrase, qui est elle, presque pire encore que la phrase, c'est en fait, ils font des tableaux et donc en gros, ce qui est le plus cher, c'est les coûts d'image. Quand on fait le total sur les accidents nucléaires,
Bon, il y a les coûts sanitaires, ça varie de 4% à 14% selon les types d'accidents, etc. Mais ce qui coûte très cher, c'est les coûts d'image. Donc, c'est un rapport qui s'appelle examen de la méthode coût-bénéfice. Voilà, en gros, combien va coûter l'accident. Il a été publié en 2013 seulement. Il date de 2007, juste pour situer la source de cette phrase qu'on cite effectivement dans le livre. Ça a été rendu public parce qu'il y a eu des fuites, parce qu'il y avait des évaluations qui étaient énormes, qui allaient jusqu'à 5 800 milliards d'euros de coûts. Donc il y a eu des fuites dans la presse et finalement l'IRSN a été obligé de le rendre public. Mais ce n'étaient pas des documents qui étaient rendus publics. Il y a sans doute des versions actualisées de ça. Ce serait bien qu'elles soient publiques aussi. Voilà. Tous ces rapports... parenthèse, hein, mais j'en profite que j'ai la parole pour râler sur un truc. Tous ces rapports sont numérisés en format texte, en format image, coupé au milieu. Donc, en fait, on ne peut pas faire une recherche de texte. Donc, quand on a trouvé un extrait, on ne peut jamais le retrouver. Ça, c'est dans les annexes au rapport DSR 157 de 2007. Donc, c'est public, mais enfin, ce n'est pas non plus exploitable. Hein. On ne peut pas faire un copier-coller, on ne peut pas... voilà, ce serait bien que ce rapport et les suivants soient mis en ligne sous un format qui les rende exploitables pour la recherche et pour les présentatrices de météo nucléaire. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que je te disais Oui, donc il y a en fait les coûts d'image. Le raisonnement est le suivant. S'il y a un accident nucléaire, ça va coûter très cher parce que ça va faire baisser les exportations françaises, en particulier de produits agricoles, mais aussi sans doute les sacs Louis Vuitton et ce genre de choses. Donc nos vins et nos sacs. Voilà. Le problème de l'accident, c'est que ça va faire baisser nos exportations. C'est écrit noir sur blanc, hein. C'est pas de l'interprétation et tout, c'est écrit. Il n'y a pas marqué sac Vuitton, mais en gros, c'est ça. Et aussi, ça va faire baisser le tourisme. Hein, donc ça va coûter très cher. Et aussi, ça sera mauvais pour l'industrie nucléaire. Ils ont des calculs où ils se disent que voilà, si ça arrive à un certain moment, ça va coûter tant parce qu'il faudra arrêter, pour des raisons diplomatiques, les autres réacteurs de même type, en fait, qui auront eu un problème, qui ont le même âge, qui sont pareils, etc. La population, dans un premier temps, va un peu râler. Il faut voir que dans leur scénario, en quelques années, tout est réglé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'accident, on passe par-dessus, ça nous fait un petit trou dans le budget, mais enfin, on continue. Il n'y a jamais l'idée que les gens pourraient se révolter contre ça et refuser massivement et collectivement de poursuivre dans cette voie. Donc ça va coûter très cher. Et inversement, ils ont une logique inverse sur la question sanitaire. Les frais sanitaires sont assez faibles par rapport aux frais économiques, d'où c'est ça qui leur permet de dire la victime de l'économie, de l'accident nucléaire, c'est l'économie. Et si les frais sanitaires sont assez faibles, je m'excuse, hein, c'est un peu horrible, mais je me contente d'essayer de rendre visible ce qui est marqué dans ces rapports, c'est à cause de la sous-optimalité des mesures de protection des populations. Alors, je prends 2 secondes juste pour expliquer cette histoire de sous-optimalité, parce que ça dit bien quelque chose sur la logique de ces personnes. En fait, ils disent, si jamais il y avait un accident de tel type, telle puissance, hein, il faudrait évacuer sur un rayon de 72 km. 2,5 millions de personnes, dont une très grande partie sans retour, etc. Bon, ça serait bien. Sauf que ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de routes, ça coûte trop cher, on n'aura pas le temps, etc. Et donc, le fait qu'il faudrait le faire, mais on ne va pas le faire, c'est ça qui s'appelle la sous-optimalité des mesures d'urgence. Ça se traduit, c'est marqué dans des tableaux, par, dans un cas d'analyse, ils ont plusieurs scénarios, mais en gros, ça se traduit par, pour l'accident majeur de base, celui à 430 milliards d'euros, ça se traduit par 18 000 cancers supplémentaires, dont 10 000 mortels. Mais aussi des économies sur les frais d'évacuation. Ce qui fait qu'il y a des sortes... Ensuite, ils soustraient à leurs calculs les économies. Enfin, ça coûte plus cher en mort. Un cancer mortel, c'est 909 000 euros ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas propre à l'industrie nucléaire. C'est des trucs d'assurance qui sont transversaux. Bon, voilà, ça nous coûte plus cher parce qu'il y a plus de morts, mais on fait quand même des économies. Donc, plus 9 milliards, moins 2 milliards, 7 milliards. Enfin, donc, on soustrait les frais d'évacuation aux morts supplémentaires. Voilà. C'est avec ce genre de logique qu'on peut arriver à ces formulations choquantes. On voit qu'un corps d'État ne peut pas avoir d'idées
contraire à son existence, comme tout corps. Comme aurait noté Spinoza. Et maintenant, pour revenir un peu au début, comment est, sur l'aspect un peu plus biographique, parce qu'il est présent, ce qui est extrêmement rare dans ton livre, dans les bouquins sur le nucléaire, en règle générale, le nucléaire, ça se prête beaucoup à une espèce de spéculation métaphysique et une critique à la fois radicale et impuissante, souvent. Et ce qui est d'étonnant, ce qui fait de ton livre un peu un ovni dans la littérature antinucléaire, c'est que tu vas jusqu'à mentionner ta propre existence, ce qui est évidemment d'un point de vue critique extrêmement choquant. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment est né ton intérêt pour le nucléaire ? Oui. En fait, il y a une dimension générationnelle. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Et comme tous les enfants et jeunes de cette période, j'ai été soumise à une intense propagande. J'ai pas retrouvé malheureusement, mais j'avais un des bouquins d'histoire géo qui se terminait toute la progression de l'humanité, et à la fin il y avait des centrales nucléaires, c'était l'achèvement parfait de l'humanité, etc. Mais il faut dire que la propagande dont je me rappelle, et celle qui a été assez déterminante, c'était même pas une propagande pour le nucléaire directement, c'était une propagande pour l'électricité. Et en fait, il y avait une émission, d'ailleurs j'ai ramené le petit bonhomme. Il y avait une émission qui s'appelait les aventures électriques de Zeltron, qui passait sur Récréa 2 et qui ne parlait jamais de nucléaire, hein, jamais, mais par contre c'était que des trucs pour te passionner sur l'électricité et tout. À la génération précédente, la passion pour l'électricité était un peu réservée aux garçons. C'était le truc de la technique, il fallait devenir ingénieur et tout. Mais à ma génération, ils étaient en train dans les aventures électriques de Zeltron, donc c'est un personnage qui venait de Zeltronie et qui venait expliquer l'électricité aux enfants. C'était diffusé après, pas loin de Goldorak et d'Ixor. Encore un coup de Dorothée. En tout cas, il y a une partie des diffusions qui ont été faites pendant Récréa 2, ouais. Et en fait, là, il y avait un garçon et une fille qui disaient « Ah, Zeltron !» C'était complètement nul, hein, mais « Ah, explique-nous comment ça marche, un tube néon. Ah, dis-nous qu'est-ce que c'est qu'un tableau électrique. Et voilà, quand je réfléchissais à ces questions nucléaires, donc je repensais à Zeltron. Et en fait, sous la petite figurine, il y a le nom du dessinateur. Et à côté, il y a marqué « Antenne 2 EDF ». C'est gravé dedans. Voilà, donc je viens d'une génération en fait où la télévision a fait la promotion de l'atome, de l'électricité en général et de l'atome en particulier, auprès des enfants. Hein. Donc je pense qu'il y a une partie de ma rage et aussi de ma joie, parce que c'est associé à des souvenirs d'enfance, qui vient de ça. Après, il y avait tout, hein, juste une part. Il y avait les autocollants, il y avait les trucs, etc. Ça n'a pas non plus duré trop longtemps, ni trop marché, parce que c'était vraiment nul. Mais voilà, il y avait Zeltron. Après, il y a eu des éléments plus, comment on dit, plus conjoncturels, en fait, plus un peu des hasards. Il y a eu un truc important, c'est que que je raconte dans le bouquin, quand je suis rentrée en classe de 4e, au collège, j'étais bonne élève et tout ça, mais il y avait quand même des problèmes. Je m'entendais pas toujours très bien avec les profs et tout. Et ils ont décrété que ça serait bon pour moi de me mettre dans la classe de russe, alors que je faisais pas de russe. Donc je me suis retrouvée dans la classe de russe. Et donc eux, ils étaient déjà ensemble depuis 2 ans, quoi. Et ce qui n'a pas vraiment arrangé ma vie sociale, d'ailleurs. Voilà. Et il y avait une autre fille qui arrivait de l'extérieur. Elle venait d'un autre collège, qui arrivait la même année et qui était toute seule aussi. Et donc on est devenues copines. Et cette fille, que j'appelle Zoé dans le bouquin, elle voulait pas dire le boulot de son père. Bon, donc pour rigoler, pour la charrier, etc., moi j'avais décrété que son père, il était espion et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas le droit d'en parler, etc. Ça la faisait marrer, et puis donc c'était la version officielle, son père était espion.
Et puis, un jour où je lui ai redemandé, mais alors, ton père, qu'est-ce qu'il fait, etc. Au lieu de m'envoyer chier, comme d'habitude, elle se met à pleurer et elle me dit, j'aimerais beaucoup te le dire, mais j'ai pas le droit. Et elle avait l'air, elle tombe en larmes, quoi, en gros. Et je lui dis, elle avait l'air de vraiment flipper, donc je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, je te poserai plus jamais la question, et tu gardes ton secret. Plus tard, quand tu seras grande, tu pourras me le dire peut-être, tu me le diras. Et j'ai plus jamais posé la question. Hein. Et je l'ai protégée aussi quand les autres lui demandaient, mais bon, je savais toujours pas ce que c'est son père. Et au fur et à mesure, j'ai fini par pouvoir aller chez elle. Parce qu'on s'entendait bien, qu'on travaillait ensemble, etc. Et pareil, je crois que ça a pris au moins 1 an, j'ai fini par me retrouver invitée à manger un soir et je me suis retrouvée face à son père, en fait. Et j'allais un peu essayer de savoir, j'allais lancer mon enquête discrètement quand j'ai vu, je me rappelle très bien, un petit portrait de ce monsieur, le même mec que j'avais en face de moi, il y avait un petit portrait de lui au mur. Donc déjà, c'est des gens qui accrochent leur propre portrait dans leur salon. Et dessous, il y avait marqué le nom d'un poste, d'un très haut poste, au commissariat à l'énergie atomique. Donc, j'ai pas posé de questions du repas et tout. Ça s'est pas très bien passé parce qu'il trouvait que j'étais un peu insolente et pas très bien élevée. Et moi, je trouvais qu'il était très autoritaire. Il donnait beaucoup d'ordres à sa fille et à sa femme, et ça m'énervait un peu. J'étais pas la copine idéale, mais bon, quand on est rentré après le repas, j'ai dit, alors ton père il est policier, il travaille dans un commissariat, mais il fallait nous le dire, etc. Et il dit non, c'est pas ça, c'est parce que ils font des bombes nucléaires. Donc ça, j'avais 12 ans à peu près. Et c'est resté ma meilleure copine pendant des années. Donc je me suis retrouvée la meilleure copine de la fille d'un haut responsable du CEVA. On n'a pas trop parlé de questions nucléaires, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur les questions de silence nucléaire et qu'est-ce que ça a imposé, ce régime de ce que j'appelle le secret en chaîne. C'est-à-dire il y a un secret initial, on n'a pas le droit de parler du nucléaire. Évidemment, c'était pour la protéger, parce qu'elle peut y avoir des prises d'otages, elle peut être menacée. Et moi, j'ai jamais rien dit non plus. J'ai gardé ce secret en chaîne. Voilà. Et il y a eu une suite à ça en terminale. Je faisais toujours pas de russe, mais il y avait un voyage qui était organisé pour les gens qui faisaient du russe, et ils pouvaient aller à Saint-Pétersbourg. Simplement, c'était 1 semaine avant le bac. Donc, il manquait des candidats, et une fois qu'ils avaient fait bien le tour, etc., ils ont dit il restait une place. Et donc, ça a duré 2 secondes. Il a suffi que je lève la main pour dire moi, je veux aller à Saint-Pétersbourg, vu que j'étais en train de lire Dostoïevski, que j'étais à fond dans Crime et Châtiment. Pour moi, aller à Saint-Pétersbourg, c'était magique, quoi. Donc, j'ai foncé là-dessus, et sur l'occasion, et donc je me suis retrouvée à nouveau avec les russophones, toujours parlant pas russe. Il y avait un échange scolaire, et donc c'était financé par les lycées. Et du coup, j'ai reçu à la maison la fille de la famille qui allait m'accueillir après. Et quand elle m'a dit le boulot de son père, elle m'a dit qu'il était espion. Là, j'ai dit, mais il y a un truc de fou, parce que, avec Zoé, il y a un truc avec les filles d'espions, quoi. Il faut que je m'interroge. Il était espion pour, et je me rappelle très bien, elle parlait un peu français, comme ça, elle m'avait dit KGB, en faisant vraiment le geste, qu'il n'y ait pas de doute. Bon. À l'époque, je ne savais pas que presque tout le monde bossait pour le KGB en Russie, mais je me suis dit qu'il valait mieux pas trop que j'en parle, parce que ça pouvait compromettre ma découverte de la perspective Nevsky et de la ville de Saint-Pétersbourg. Et donc, j'ai encore gardé un peu ce secret pour moi. Et puis, je suis partie, donc 1 semaine avant le bac, j'étais un peu en avance et tout. J'avais 16 ans, j'allais fêter 17 ans, à Saint-Pétersbourg. Je me suis retrouvée dans la famille d'un espion du KGB qui ne travaillait pas dans le nucléaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pouvait dire qu'il était espion. Il travaillait pour l'Institut d'optique. Et son travail, c'était de traduire les documents français qui étaient volés à l'Institut d'optique français. Donc, en plus, c'était un espion contre la France. Et c'était un mec génial qui parlait vraiment très bien français. On a eu des longues discussions politiques. Ça, c'était un mec vraiment très intéressant. J'ai passé 1 semaine, 10 jours à discuter avec lui. Et le week-end, il a annoncé qu'on allait faire il fallait que je me prépare, me prendre un pull, etc., parce qu'on allait aller à la campagne. Et donc, on est parti en voiture. Je ne me rappelle pas du tout où c'était. C'était un voyage assez long.
Et ensuite, on est arrivé dans une espèce de... Donc c'était en 92, donc c'était 4 ans après Tchernobyl. Et on est arrivé dans une campagne avec des dachas, donc des maisons en bois, où les cadres du régime, normalement, se retrouvaient un peu tous ensemble, etc. Là, c'était entièrement désert. Et le monsieur m'a dit, on ne va pas pouvoir rester là trop longtemps, parce qu'en fait, on ne peut plus dormir ici, parce que la zone est très contaminée. Et je me représentais quand même déjà ce que ça voulait dire. Et je l'ai senti, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé cet endroit sinistre et j'ai dit dans le bouquin, s'il y a un endroit au monde où je voudrais pas retourner, c'est la dacha, quoi. Enfin, il faut pas me ramener à la dacha partout, mais pas la dacha, voilà. Et c'est vrai que c'était sensible au sens où tout était mort, quoi. Enfin, je veux dire, toutes les maisons étaient plus ou moins abandonnées, on voyait que les gens n'y venaient plus, même la maison où on était, c'était joli, mais enfin voilà, il y avait un espèce de truc un peu, tu sais, comme dans les maisons où les meubles sont recouverts de draps. Enfin, c'était sinistre, en fait, comme endroit. Voilà, ça, c'était les perceptions. Donc, en gros, vers 16-17 ans, je me représentais assez bien ce que c'était que le secret nucléaire. Et le fait d'avoir eu une expérience sensible du complexe nucléaire, est-ce que tu penses que ça a contribué à te rendre capable de faire ce qui généralement n'est pas fait, en l'occurrence, ou fait difficilement parce que c'est pas simple, de rendre audible. Moi, nous, c'est ça qui nous a marqué dans tes météos du nucléaire, c'est que la question nucléaire, d'un coup, en dehors de la littérature spécialisée sur la question nucléaire devenait audible, quoi. Audible aussi, voilà. Je chante en plus. Voilà. Et voilà. Comment tu as fait ça ? Oui, sans doute le fait d'avoir eu une perception de la chose nucléaire, émotionnelle, etc., ça a fait que... Enfin, en tout cas, ça m'a rendu capable de chanter des chansons sur le nucléaire. Après, le audible, c'est bien tout le problème, parce qu'en fait, il y a effectivement l'idée de le chanter, c'était aussi pour rendre ça sonore, enfin, voilà, ce qu'il n'y a plus forcément dans le livre, mais qu'on est en train de refabriquer aujourd'hui. Il y a des chansons dans le livre. Hein. Voilà, il y a des chansons dans le livre, mais elles sont silencieuses et chacun peut mettre la musique qu'il veut, ce qui n'est pas forcément plus mal. En fait, il y a eu la question de l'audibilité, c'est heurté à la question de l'audience. C'est-à-dire que, effectivement, les chansons... Enfin, quand j'ai commencé à travailler sur l'actu, je faisais sur différents sujets et j'essayais assez souvent de parler du nucléaire. C'était pas une obsession, mais quand il se passait quelque chose ou quand j'avais l'occasion, c'est vrai que pour moi, c'est un thème, le nucléaire, qui a tout à fait sa place dans l'actualité, qui devrait être beaucoup plus traité qu'il ne l'est. Donc j'ai fait un effort pour en parler souvent. Et au début, c'est quelque chose qui a changé un petit peu au fil du temps, mais au début, ça divisait mes audiences par 2, systématiquement. C'est-à-dire que je faisais une chanson sur le nucléaire, j'étais sûre que j'avais la moitié de mon public qui ne venait pas. C'est quelque chose qui a beaucoup changé, hein. Là, je ne vais pas parler comme une vieille parisienne libérée, mais c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je fais ça, 10-12 ans, et ça, c'était au début. Il y a eu un changement dans le temps, mais bon, sur le moment, ma réaction a consisté à dire ok, ça ne buzzera pas, mais je vais quand même en parler. Parce qu'effectivement, tu as raison, le fait que je l'avais vécu des expériences autour de ça, c'était sensible, du coup, c'était important pour moi, donc un peu tant pis pour l'audience. Après... le chanter, en fait, le problème que j'ai eu, c'est un problème un peu normal. C'est un sujet triste quand même, qui a beaucoup à voir avec la mort, etc. Mais moi, comme je l'avais découvert à travers d'autres biais que les médias, etc., c'est vrai que j'en avais une perception un peu différente. Mais bon, j'ai fait comme tout le monde au début, j'ai fait des chansons sur le nucléaire, c'était des chansons tristes à pleurer. Je veux dire, tu te documentes, tu apprends des trucs et tout, tu es désespéré, tu fais des chansons désespérées, tu es désespérant et les gens ne regardent pas. Ce qui est normal parce que, pour rester un peu spinoziste, en gros, quand le désespoir ne pousse pas à l'action, quoi. Donc il y a eu toute une réflexion pour ne pas renoncer à la joie.
toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il ne faut pas renoncer à la joie. Quand il y a moyen, il faut quand même prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, du coup, voilà, je me suis orientée vers des chansons pas forcément comiques, mais au moins poétiques, légères, où il y avait une place pour la joie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le personnage d'Astrid, qui est donc une blonde platine, ce que je ne suis pas, mais qui a beaucoup de caractéristiques communes avec moi. En particulier, elle est très naïve. Elle est très très confiante dans autrui. Et en même temps, elle regarde les trucs d'assez près, comment ça fonctionne. Et tout le jeu de son personnage, en fait, c'est qu'elle est quand même un peu choquée par ce qu'elle découvre par l'industrie, parce qu'elle découvre à propos de l'industrie nucléaire. Mais elle maintient sa confiance. C'est le ressort comique du personnage, c'est qu'elle, quoi qu'il arrive, elle va toujours trouver une excuse à EDF. Elle veut vraiment maintenir sa confiance dans EDF. C'est pas une caricature pour moi, c'est quelque chose qu'on a profondément, qui rejoint ce que je te disais au début sur l'État qui nous protège et l'envie d'avoir confiance en fait. C'est un peu naturel, un peu sympa même, d'avoir plutôt confiance que défiance. Voilà, elle est comme ça. Et à partir du moment où j'ai trouvé Astrid, là c'était très différent. C'est-à-dire que c'est l'inverse, mais plein de gens ne me connaissaient que pour Astrid, quoi. Genre à Paris, elle me dirait « Ah, c'est Astrid !» Voilà, c'est la météo nucléaire. Ça a bien marché et ça a plutôt multiplié mes audiences que divisé. Ce qui était chouette, parce que du coup, j'avais l'impression de pouvoir faire passer des idées sur le nucléaire sans angoisser tout le monde. Avec quand même une réflexion. Je ne voulais pas être anxiogène, parce que ça nuit à l'action, mais je ne voulais pas non plus être rassurante, parce que ça, c'est ce que fait l'industrie nucléaire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, etc. Donc, il y a une sorte je voulais ramener des éléments sensibles, dire des choses qui se passent, et puis ensuite, au niveau émotionnel, chacun s'arrange avec ses émotions. Si tu regardes ça un jour où tu es triste, tu vas être un peu triste. Si tu es un jour où tu es content, ça va te faire marrer. Mais j'essaye que les choses ne soient pas... c'est pas moi qui prends en charge de rassurer la population, ni de l'alerter pour lui dire que tout va péter, quoi. Et la mafia du nucléaire, en règle générale, et de plus en plus, ça fait très longtemps, mais là, leur message ne cesse de devenir plus pesant. Il rate jamais une occasion pour dire que c'est grâce au nucléaire, même face aux faillites conjointes d'Areva, Orano, EDF, tout ça. Il rate jamais une occasion de dire que le nucléaire, c'est un peu une singularité française quand même, que le nucléaire va sauver le climat. Et toi, dans ton livre, il est à noter que tu soutiens la thèse exactement inverse. C'est qu'en fait, c'est le climat qui va avoir la peau du nucléaire. Tu peux détailler un peu ce point ? Oui, ça je suis sûre. Enfin, je suis sûre. Et là, pour le coup, il n'y a besoin d'aucune forme d'expertise. Des usines qui sont à ce point dépendantes de l'alimentation électrique et de l'alimentation en eau ne sont pas adaptées sur des périodes où il y a une multiplication des grandes tempêtes, une multiplication des inondations, inversement des grandes sécheresses, des canicules, etc. Juste, il n'y a rien besoin de savoir. Ces usines-là sont branchées et sont en danger et dangereuses dès qu'elles sont débranchées. Les systèmes qui sont censés secourir les circuits, etc., sont eux-mêmes vulnérables. Enfin, un diesel dans l'eau, c'est plus un diesel, quoi. C'est juste un tas de ferraille dans une flaque. Donc, c'est juste une évidence, en fait. Ce qui rend cette évidence polémique et ce qui fait que j'étais obligée de l'articuler, c'est que, effectivement, l'industrie nucléaire, qui était déjà en faillite mondiale, en fait, après Tchernobyl, il y a quand même eu un gros creux. Ils se sont vaguement relancés autour de l'idée qu'ils allaient sauver le climat. En dehors de toute rationalité, de combien de réacteurs il faudrait construire pour que ça change quelque chose, etc. C'était juste, tout d'un coup, vous avez besoin de trucs sans CO2, ça tombe bien, c'est nous, etc. Voilà, j'ai suivi l'année dernière, au mois de septembre, il y a eu une tempête, c'est un ouragan, puis c'est devenu une tempête, pour réfléchir à cette thèse, j'ai fait l'exercice de suivre en direct un ouragan dont la trajectoire prévue était qu'il arrive, je ne sais plus comment ça s'appelle, point d'impact, enfin un truc, sur la centrale nucléaire de Brunswick, sur la côte est des États-Unis, en Caroline du Sud, je crois. Et voilà, il devait arriver et lâcher toute sa puissance sur un point, et ce point, c'était une centrale nucléaire.
Donc j'ai regardé un petit peu comment ça se passait. Il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire, sinon on l'aurait su sans doute. Mais par contre, c'était vraiment très impressionnant, comme effectivement, c'est dramatique. Ces questions les centrales se retrouvent, les centrales côtières, ça rappelle le Blayais dont on parlait tout à l'heure, se retrouvent dans des situations d'isolement complet. C'est-à-dire que là, en fait, la tempête est arrivée sur la centrale, a coupé les communications, ce qui fait que les gens qui travaillaient sur place ne pouvaient plus être, les travailleurs n'ont pas pu être relevés pendant plusieurs jours. On leur a balancé des vivres par hélicoptère. Moi, je veux bien qu'à chaque fois, ils expliquent que les centrales nucléaires, c'est le truc le plus solide et le truc qui craint rien en cas de tempête, etc. Mais, donc, il y a des hélicoptères qui leur ont balancé des vivres parce qu'il n'y avait plus d'autres possibilités de les alimenter. Ils avaient des problèmes de réseau. Ils n'arrivaient plus à se connecter au réseau, téléphonique, Internet, etc. Ils n'avaient plus d'eau courante. Et on avait des détails grâce à la presse locale. Les employés étaient obligés d'utiliser des pots de chambre parce qu'il n'y avait plus de toilettes. Ils étaient sur des lits pas de bougies. Pas de bougies. Pas de bougies. Ils avaient l'électricité, je crois, à l'intérieur. Bon, ils ne se sont pas retrouvés inondés, noyés comme le Blayais avec tous les sous-sols, etc. Il y a eu des fuites, je crois, par les toits. Il y a eu des problèmes de fuite. Et on n'a jamais vu les photos pour voir à quel point l'isolement avait été fait. Il y a eu des drones qui ont survolé la région pendant 5 jours. On a vu toute la région, sur toutes les coutures, par voie aérienne. Il n'y a pas une photo qui a filtré de ça. Et ce qui était intéressant aussi d'observer, c'était le rôle de la presse. Il y avait des articles dans le Times Magazine ou dans le New York Times, dans CNN, il y avait des dépêches Reuters, etc., qui parlait de l'approche. La tempête Florence va rencontrer la centrale Brunswick, comment va se passer leur rencontre, etc. En France, Le Monde a fait 4 articles sur la tempête Florence. Aucun n'a mentionné l'existence d'une centrale nucléaire. Ils ont juste publié à un moment une photo où on voit Trump à son bureau et une main qui passe par devant une carte. Bon, la centrale est sous la main, c'est tout, mais sans aucune légende, sans rien. Ils ne parlent pas du tout de la centrale. C'est pour ça que je m'amuse avec l'idée de main invisible, en fait, parce que c'est vrai que la main opportune, j'ai dit, la main opportune couplée avec le silence nucléaire a très bien fonctionné. Et en France, plus ou moins personne n'a été au courant qu'il y avait un ouragan qui rencontrait une centrale nucléaire. Puisqu'on en est aux États-Unis, lorsqu'on prête un peu d'attention à l'histoire du nucléaire en France, ce qui est très très amusant, c'est qu'à la fois c'est un enjeu d'orgueil national, c'est vu comme une espèce d'excellence et de singularité de la France. Or, ce qui est très très amusant, et j'ai l'impression que ça se passe souvent comme ça, c'est qu'en fait, ce dont ça témoigne d'abord, c'est la fascination inavouée et un peu honteuse de la technocratie française pour les États-Unis, quoi. Donc ça va aussi bien avec l'acquisition de la bombe, ensuite le rachat du brevet Westinghouse, et jusqu'à ce point un peu fou où les États-Unis ont quasiment quasiment renoncer à investir dans le nucléaire, alors que la France va droit dans le mur fièrement, en étant quasiment un peu plus américain que les Américains. Et donc ça, c'est une question un peu générale, parce que le nucléaire, ce qui est intéressant, c'est une espèce de machine de vision. Ça permet de voir les travers, d'un pays, d'une culture. Et ce que je trouve troublant, c'est combien, pour le répéter, ce qui est en jeu dans le nucléaire, ce que montre l'histoire du nucléaire, c'est la fascination honteuse de la technocratie française pour les États-Unis, mais jusqu'à la folie. Et est-ce que tu vois ça comme ça aussi, ou ça te paraît être une lubie ? Non. En fait, c'est une fascination pas avouée, en tout cas, parce que, moi, quand j'ai commencé à regarder comment c'était foutu le nucléaire, il y a plein de choses où j'étais vraiment sincèrement, j'étais pas aux avant-postes du nationalisme, mais quand même, par imprégnation de l'atmosphère, il y a plein de trucs où j'étais vraiment persuadée que c'était des trucs français, quoi, franco-français, quoi. Et quand j'ai commencé à regarder dans d'autres pays ce qui se passait, par exemple, là, quand je suivais Florence, je regardais un petit peu les institutions américaines. C'est vrai que c'est très, très frappant. En fait,
déjà, quand j'ai découvert que c'est un peu un cliché, au sens c'est un passage obligé de toutes les personnes qui font un travail sur la question du nucléaire. Le jour où tu découvres que toutes les centrales nucléaires qui sont en France, c'est que des Westinghouse, c'est-à-dire que c'est juste des centrales américaines, et que quand les ingénieurs français disent qu'ils les ont francisées, en fait, ils ont collé un petit drapeau dessus, mais je veux dire, c'est des réacteurs américains, quoi. L'ensemble des réacteurs actuellement en fonctionnement en France, ce sont des réacteurs américains. Donc, il n'y a rien de français là-dedans. Au début même, la France était obligée par contrat d'acheter son uranium aux États-Unis. Donc, là, pour l'indépendance énergétique, quoi. Donc tout ce truc sans compter qu'ensuite, quand elle a exploité les mines d'uranium, elle a été le faire sur une base colonialiste dans des pays africains. Elle a répété comme ça. Donc c'est en termes d'indépendance, il y a pas, c'est soit une grosse blague, soit un gros mensonge. Mais enfin, je veux dire, il y a vraiment, c'est faux, quoi. Le nucléaire n'est pas du tout associé à l'indépendance, n'est pas un gage d'indépendance énergétique pour la France. Et d'ailleurs, quand on fait tomber nos générateurs dans nos trucs, sur nos centrales, et qu'on a un problème, on appelle Westinghouse, feu Westinghouse, pour nous sortir de là, quoi. Donc Westinghouse a fait effectivement faillite en 2017. C'était spectaculaire. Enfin, je veux dire, c'est le plus gros constructeur mondial de centrales. Et donc le concepteur de l'ensemble de nos centrales nucléaires n'est plus. Voilà. Actionnaire de Framatome. Ouais, en fait, Framatome a été créée en octobre 1958, la franco-américaine de construction atomique a été créée spécifiquement pour exploiter les licences Westinghouse. Donc toute l'histoire d'Areva, Areva, c'est la filiale française de Westinghouse, on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est très frappant quand on regarde. Et ensuite, des trucs vraiment qu'on croit que c'est français, quoi, le CEA. Il y a l'AEC, Atomic Energy Commission, qui a été créé juste l'année d'après ou la même année aux États-Unis. C'est vraiment l'équivalent américain du CEA. L'ASN, on en parlait tout à l'heure. Il y a la NRC américaine, la National Regulatory Commission, c'est juste l'ASN. Tout est pareil en fait. Au niveau juridique aussi, sur la question du fait que le nucléaire est une industrie, j'en parle assez longuement dans le texte, une industrie qui n'est pas assurée, parce que juste les assurances n'ont pas souhaité y aller. Là, c'est pareil, on regarde l'évolution avec la chercheuse Cécile Topsu, elle me racontait vraiment le détail des phases, mais on voit vraiment, il y a les textes américains, puis leur décalque au niveau français, européen, etc. C'est tout à fait les mêmes logiques. Il y a eu en gros deux pôles, il y a eu le nucléaire américain et le nucléaire russe, quoi. Et vu la position de la France, nous, c'est le nucléaire américain qui nous a déterminés. On peut considérer même que la France est une colonie nucléaire des États-Unis, au sens où il y avait besoin d'espace pour faire plein. Au début, les centrales étaient faites pour fabriquer du plutonium. Il fallait un territoire vaincu où on fout partout, et ça a été la France, quoi. Et ça a été vendu aux Français sous la gloire, sous l'indépendance énergétique, à sauce de Gaulle, comme étant quelque chose de spécifiquement franco-français, cocorico. Mais je veux dire, tu penses qu'il pousse le suivisme jusqu'à parvenir à une faillite, Orano parvenir à une faillite aussi éclatante que celle de Westinghouse? Areva, c'est en bonne course, quoi. En gros, Areva a été séparé, ça a mis quelques années, mais ils vont se casser la gueule. En fait, Areva a fait faillite en 2015, donc avant Westinghouse, ce qui est logique, puisque c'était une filiale. Mais ensuite, ils ont divisé en deux. Quand les trucs font faillite en France, on les divise en deux. Je dis ça parce que cette semaine, là, il y a un projet qui consiste à diviser EDF en deux. Quand même, EDF qui a 35 ou 38 milliards de dettes. Juste là, on va faire EDF bleu, amené à couler avec le nucléaire, EDF vert, dont on espère qu'il pourra survivre. Donc Areva a coulé, elle a été divisée en deux, c'est un peu compliqué, ça a changé de nom 20 fois, etc. À la fin, il est resté en gros Framatome qui a été intégré à EDF, qui donc a fait tous les composants là, qui ont des défauts. Donc EDF est parfaitement au courant de ces défauts. Et de l'autre côté, ça a fait Orano. Pour la faillite éclatante, juste la petite anecdote que je raconte dans le bouquin, Orano, c'était un gros plan com, le lancement c'était en janvier 2018, c'est un gros plan com, ça y est, c'est la nouvelle identité du nucléaire français, on a trouvé un concept, on va s'appeler Orano,
en référence à Ouranos, parce que Uranus, l'uranium, etc. Mais juste quand on regarde ce que c'est que Ouranos dans la mythologie, moi je ne suis pas du tout spécialiste de mythologie, mais j'ai cherché. Et en gros, c'est le dieu terrible qui a donné naissance à les hécatomphyres, les géants, le titan, enfin vraiment une série de monstres absolus. Et qui, à la fin de l'histoire, se fait castrer par son fils à l'aide d'une faucille, son fils Chronos, le temps. Donc, je rigole dans le bouquin en disant voilà pour les perspectives d'avenir d'Orano. En France, dès qu'il est question de lutte antinucléaire, qui ne soit pas totalement déprimante, il y a l'histoire de Plogoff, le carnet, le pèlerin, tout ça, ces luttes-là. Or, tu racontes une histoire dont on n'a jamais entendu parler en France, moi j'ai jamais rien lu dessus, qui est la lutte victorieuse contre la construction de la centrale de l'Emois au Pays Basque, qui est une centrale qui pourrait partager avec Flamanville cette caractéristique d'avoir été construite et jamais démarrée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette belle histoire ? Bon, cette belle histoire, hein, c'est quand même une histoire rude. Hein. Enfin, moi, j'ai plongé dans moi non plus, je ne connaissais pas l'histoire de l'Emois. Donc, l'Emois en basque, l'Emonis en espagnol. C'est une centrale qui est située sur la côte basque, donc côté espagnol. Donc, on prend Biarritz, là, on continue un tout petit peu et on tombe sur l'Emois. C'est pas du tout très loin de la France. Ouais, j'ai lu des bouquins sur Plogoff, sur Golfech, j'ai lu un certain nombre de livres sur l'histoire des luttes, mais c'est vrai que j'avais jamais lu de bouquins sur cette lutte-là. Donc au début, ça devait être juste un petit paragraphe, enfin, je voulais juste le mentionner. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette histoire, et bien que n'étant pas historienne et vraiment... je pense qu'il faudrait vraiment que des historiens au sens large, enfin des gens de l'université ou des gens qui sont dans une démarche plus autonome de réflexion sur l'histoire, travaillent sur cette question, parce qu'il y a un nombre d'archives et un nombre... voilà. Donc l'histoire que je raconte dans mon bouquin, c'est l'histoire de l'Emois, en fait. Parce que j'aurais eu besoin de documents historiques, et il y en avait très peu. En tout cas, il y en avait sans doute un certain nombre en basque, mais je ne parle pas assez bien basque pour les utiliser. Donc j'ai lu essentiellement en espagnol. Ça, c'est juste pour le préambule. En fait, cette histoire est assez impressionnante en termes d'histoire des luttes. Ça remonte tout commence en gros quand Franco, donc un dictateur, un régime qu'on peut qualifier par plein d'aspects de régime fasciste, décide fait des accords avec les États-Unis des accords d'abord pour mettre des camps militaires en Espagne. Et ensuite, ça c'est en 1953, et en 1955, un accord nucléaire. Et en fait, décide à partir de 1963 de développer un projet qui s'appelle le projet Islero, qui est un projet secret. En gros, c'est l'histoire de Franco qui veut avoir sa bombe atomique, quoi. Comme tout bon dictateur veut sa bombe atomique. Sauf que les accords qu'il a avec les États-Unis ne lui permettent pas de fabriquer du plutonium, parce qu'il a commandé 2 centrales et comme il n'y a pas d'accord de retraitement, tu ne peux pas juste prendre l'uranium qui sort du truc et faire des bombes avec. Donc en gros, il n'a pas de plutonium, qu'on dit, de qualité militaire. Et donc pour sa bombe, il faut qu'il trouve quelqu'un qui veut bien lui filer du plutonium, ou alors lui construire une centrale qui pourrait en produire. Ce serait mieux. Et, coup de chance, il n'a pas besoin d'aller trop loin, puisque juste de l'autre côté des Pyrénées, il trouve De Gaulle, qui est tout prêt à construire à Franco. Non mais c'est quand même... Enfin, moi j'ai découvert ça, j'étais juste hyper révoltée, je ne savais pas du tout, qui accepte de construire Vandellós, en Catalogne, près de Tarragone, une centrale de type Saint-Laurent-des-Eaux, qui va finir un peu pareil d'ailleurs, une graphie de gaz qui va finir par un... Là, ce ne sera pas une fusion de cœur, c'était un accident, c'était un incendie, mais... Et qui, elle, est capable de produire du plutonium de qualité militaire, d'autant plus que De Gaulle, tout ça n'était pas très public, hein, évidemment, signe des accords de retraitement pour que
le combustible soit traité à Marcoule, qui est juste à côté, ou au nord à La Hague. Les conditions de retour. Enfin, évidemment, ils ne pouvaient pas faire ça très officiellement parce que sinon, ça revenait à ce que. Enfin, c'était un peu dans le dos des États-Unis. Bon, en fait, je pense que les États-Unis étaient tout à fait au courant. Bref, cette histoire commence quand en gros, De Gaulle file la bombe atomique à Franco, qui finalement ne va pas la faire, sans doute pour des raisons diplomatiques, parce que c'était un petit peu compliqué de ne pas s'inscrire du tout dans la. Enfin, il avait plus d'intérêt en fait à ne pas la faire. Mais enfin, tout est en place pour faire ça. Et en 69, puis ensuite en 73 et en 75, il y a les derniers grands plans. Franco meurt en 75. Il y a les derniers grands plans qu'on appelle les PEN, les plans d'énergie nucléaire ou quelque chose comme ça, qui sont les grands plans énergétiques de Franco. Et donc, il décide de faire un grand plan qui ressemble, qui est juste comme le plan Mesmer, en fait. Il y a le plan Franco et le plan Mesmer. Et d'en mettre un petit peu partout. Et l'Espagne aurait un petit peu ressemblé à la France si cette chose s'était faite d'ailleurs. Mais d'en mettre partout, pas complètement au hasard, d'en mettre surtout beaucoup au Pays Basque. Évidemment, avec l'idée un petit peu comme les États-Unis ont mis beaucoup de centrales, évidemment c'est polémique, hein, mais ont mis beaucoup de centrales en France. Bon, là, c'était d'asseoir une emprise politique sur cette partie de ce que lui considérait comme un territoire espagnol. Si ce plan avait été réalisé, il y avait une centrale vers l'intérieur des terres au Pays Basque, et sinon toutes elles étaient sur le tout petit bout de côte. Donc c'est des criques avec des villages de pêcheurs qui sont aujourd'hui des lieux touristiques, enfin très jolies plages, etc. Tout près de Bilbao, la grosse ville basque. Et la première de ces centrales, donc la tête de série, devait être construite à Lemoiz. Concrètement, un 18 avril 1972, à la petite mairie de Lemoiz qui a sa boîte aux lettres qui bouge là et qui reçoit une lettre dans laquelle il y a marqué bonjour, nous sommes Iberdrola, parce que je ne l'ai pas dit, mais effectivement dans tous les autres pays, le développement du nucléaire a été fait par des entreprises privées. C'est une spécificité française dans le bloc occidental d'avoir complètement associé à l'État. Mais nous sommes Iberdrola et nous allons construire une centrale électrique dans votre crique, quoi. Vu qu'elle est d'une nature un peu spéciale, il faudra que vous fassiez gaffe qu'il n'y ait rien autour. Il n'y a pas le mot nucléaire, rien. Et les travaux commencent. Sans autorisation, sans étude d'impact, ils arrivent et ils massacrent tout, littéralement. Ils vident tous les rochers, ils remplissent tout ça par du béton, ils excavent des millions et des millions de trucs, ils construisent un énorme barrage, énorme par rapport à la petite crique, pour assurer de l'eau de pluie, etc. Et vers 1974, au moment où le permis est attribué, quasiment terminé. Il y a 2 réacteurs qui sont construits. On est toujours sous Franco. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition de la population. Il ne faut pas imaginer les dernières années du franquisme comme un truc où tout le monde était plié au carré. Il y avait déjà des grosses mobilisations, il y avait des fronts anti-pollution en Biscaye qui luttaient en particulier contre des usines polluantes, y compris Dow Chemicals, des usines chimiques, et qui, dès le début du projet, ont commencé à s'opposer. Mais enfin, les manifestations étaient interdites, tu ne pouvais pas facilement faire une grosse mobilisation antinucléaire. Donc il y avait de l'opposition, mais elle ne s'exprimait pas très facilement. Franco meurt en 1975. En 1976, c'est le début de la structuration de la lutte, qui va s'organiser en gros autour de 2 pôles. Un pôle commission et un pôle comité. Le pôle commission s'occupe de tout ce qui est lutte juridique, recours, etc., coordination, et le pôle comité est plus proche des assemblées et des mouvements de terrain qui préexistaient d'ailleurs à cette lutte, je te dis, qui existaient déjà sur place et qui font vraiment remonter le refus de la population qui est massif. Il faut dire quand même qu'il y avait eu Garoña qui avait été construite juste avant, qui est à quelques dizaines de kilomètres. C'est pas au Pays Basque, mais enfin, tu vois, c'est comme si tu as ta porte et c'est juste en face. Donc ils avaient eu le temps de voir à quoi ressemblait une centrale nucléaire et de savoir qu'ils étaient contre, en fait. Et ils ont été, je dis les Basques, évidemment, c'est simplificateur, etc. Mais il y a eu une très forte opposition populaire à ce projet de centrale qui a coïncidé avec la libération, le droit, en fait, de faire des manifestations. Et ça a abouti aux plus grosses manifestations antinucléaires qui, à ma connaissance, n'aient jamais eu lieu.
C'est-à-dire que dès le début, il y a eu, à partir de entre 76 et 79, il y a eu des manifs. Et en fait, il y avait 50 000 personnes, puis 100 000 personnes, puis 150 000 personnes. On parle d'un pays où il y a 3 millions d'habitants, quoi. Nord-Sud confondus. Enfin, donc, c'est un peu l'équivalent que si en France, il y avait une manif antinucléaire de 3 millions de personnes. En gros, j'avais calculé le ratio, c'était un peu ça. Donc, si c'est aussi puissant, c'est aussi parce que c'est la fin du franquisme. Donc, voilà, il y a toutes ces mobilisations qui prennent leur envol. Et au début, la lutte est assez juridique. Et on reproche que c'est un projet pas légitime, etc. Bon, ça va se décliner. Je ne vais peut-être pas retracer toute l'histoire parce que c'est un tout petit peu long. Mais en gros, il va y avoir des luttes. La lutte armée, en fait, va s'exprimer dans ce contexte-là. Il va y avoir un commando qui va rentrer sur le site de la centrale et un des membres du commando, qui s'appelle David Alvarez, qui va être tué par la Guardia Civile lors de cette action. L'année d'après, il y a une écologiste qui s'appelle Gladys Del Estal, le 3 juin 79, je crois, qui est tuée d'une balle dans la tête lors d'un sit-in pacifique à Tudela. Un guardia civil lui envoie une balle dans l'arrière du crâne. Elle meurt quasiment sur le coup. Elle, c'était vraiment une militante écologiste. Elle faisait des ateliers d'écologie avec les enfants, elle faisait des sit-ins pacifistes, c'est elle qui s'occupait d'organiser le bus, etc. Et en fait, à travers ces deux figures, la lutte va avoir un peu deux composantes de lutte qui vont rester très unies, malgré des fortes dissensions internes et des grosses discussions, mais qui vont continuer à s'associer en fait au cours de la lutte, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir, par exemple, à l'été 79, moi ça m'avait frappé comme image, des manifs où tu as deux colonnes, une qui part de Bayonne, enfin des grosses manifs à pied et en train, parce qu'ils devaient fuir la police, et de Tutera qui part en vélo. Celle de Bayonne, elle porte le portrait de David, donc, qui est un militant de TA, et celle de Tudela porte le portrait de Gladys, qui est une militante écologiste, et se retrouve à Lemoyne. Les deux portraits sont côte à côte. Et pendant toute la lutte, tu vas avoir des coexistences de différents types de luttes. Par exemple, ceux qui demandent plutôt Lemoyne Gelditu, c'est-à-dire on abandonner Lemoyne. Ceux qui demandent Lemoyne à pour tout, c'est-à-dire on détruit Lemoyne. Et ceux qui demandent Lemoyne Gomados. Gomados, c'est le nom de l'explosif utilisé par ETA pour ces attentats. Et ben, ces slogans vont coexister tout au fur et à mesure de la lutte. Donc voilà, dans le bouquin, je raconte un petit peu tout ça, comment les attentats d'ETA ont joué un rôle important, en particulier parce qu'ils ont placé une bombe dans le générateur de la centrale. Ça a retardé de quasiment 1 an les travaux. Ça fait un gros trou, c'est impressionnant les images. Moi j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout ces images-là. Donc j'ai reproduit la photo dans le bouquin. Effectivement, et du coup ça a obligé à envoyer en réparation le générateur. Pour la petite histoire, quand le générateur a voulu revenir, en fait les ouvriers, les dockers ont refusé de le décharger. Donc ils ne pouvaient pas retourner dans la centrale. Du coup, Iberdrola l'a renvoyé à Bordeaux. Et là, tu as les dockers français, solidaires des dockers basques, qui ont refusé aussi de décharger le générateur. Et du coup, ils étaient obligés de le changer de bateau et de le décharger en scred la nuit sur un quai d'une usine nucléaire, puis de le convoyer en camion, etc. Donc, même 1 an après, le générateur réparé, ils ont eu du mal à le remettre dans l'usine. Et ensuite, donc ça, entre 76 et 79, voilà, en 80 aussi, tu as le premier espagnol, en fait, le premier basque à atteindre le sommet de l'Everest. C'était le 5e pays au monde à y arriver. Enfin, à l'époque, c'était vraiment un truc important. Il monte là-haut et il y va et il plante un piquet avec 4 drapeaux. Un drapeau népalais parce que le guide était népalais. Un drapeau basque avec cousu dessus d'un côté le logo d'ETA et de l'autre le soleil antinucléaire, Eskerik Nuklearak, Eskerik Anic, Eskerik Ashko, merci le nucléaire, on n'en veut pas, donc sur le même drapeau. Ensuite un très grand drapeau avec le soleil antinucléaire, puis un drapeau basque. Évidemment les médias à l'époque prennent le cadrage, juste le mec et le drapeau basque.
Mais c'est pour dire à quel point ces luttes-là ont été associées, en fait. Et évidemment, c'est une histoire qui n'est pas trop rappelée parce qu'elle gêne un peu tout le monde, vu que les écologistes n'ont pas forcément intérêt à se rappeler de leur association avec la lutte armée. Et voilà. Donc j'essaye de raconter un peu tout ça. Puis, juste pour terminer rapidement, donner l'épilogue, en 81, donc, ETA annonce qu'ils ont séquestré et qu'ils vont... demande l'abandon et la destruction de la centrale, sinon ils vont exécuter le chef de la centrale, qui sont capturés, le directeur de chantier, en fait, qui va devenir le directeur de la centrale. José María Rayón a été capturé et ensuite, au bout d'une semaine, ils l'assassinent. Et ils appellent ça un saut qualitatif dans la lutte. Ça pose plein de problèmes à l'intérieur du mouvement. Il y a plein de gens qui sont horrifiés et tout, d'autres qui disent la fin justifie les moyens et il fallait bien y aller. Et l'année d'après, en 82, il y a le successeur de ce directeur qui l'a donc remplacé sur le poste, qui est assassiné d'une balle dans la tête, toujours par ETA, alors qu'il est dans sa voiture, sous protection policière, etc. À partir de là, évidemment, le poste devient difficile à pourvoir. Et Hubert Dureau jette l'éponge. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. En fait, sur toute cette période, il y a eu, 250 plastiquages. Il y avait ETA qui jouait un rôle, mais il y avait aussi les commandos autonomes. Il y avait tout plein de petits groupes révolutionnaires, chacun plastiqué. Il y a eu au moins 5 militants qui sont morts dans l'explosion de leurs propres bombes. Parce que pour faire des attentats tous les jours, des fois, tu as les plastiques qui sautent, quoi. Donc, c'était une lutte. J'avoue, pour moi, c'était une histoire assez déstabilisante parce que c'est quand même une histoire bien dure, quoi, en fait. Et c'est difficile de crier victoire à la fin, tu vois. T'as tous les noms et de tous les mecs qui sont morts. Mais effectivement, la centrale a été abandonnée. Enfin, ça a été gelé pendant 2 ans. Puis ensuite, le Parti socialiste a décidé de réduire la voilure, globalement, hein, surtout le plan, et de moitié. Et globalement, la centrale de Lemoy, ça fait partie des centrales qui ont été abandonnées. Et un des tours de force du bouquin, c'est une petite opposition comme ça, toute simple, qui a l'air de rien, mais qui est, je trouvais, diablement efficace, qui consiste à dire le nucléaire, c'est pas un risque, c'est un danger, et c'est pas pareil. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail ce que tu entends par là? Oui. Alors, le concept de risque, moi j'avais un problème avec ce concept-là. À la fois un problème intellectuel et un problème sensible. En fait, moi, ça ne fait pas partie de mes catégories, je ne raisonne pas avec ce mot. Et donc, pour le nucléaire, c'est le truc qui revient tout le temps, quoi, le risque nucléaire et tout. Donc, j'ai cherché un petit peu d'où ça venait et comment ça avait pu rentrer dans la culture de l'industrie nucléaire. Et en fait, je suis tombée sur le fait qu'en 1958, ça a été défini par un ingénieur britannique, un ingénieur nucléaire britannique, comme... la définition qui est donnée du risque, c'est un risque égale une probabilité multipliée par des conséquences. Je suis tombée là-dessus comme définition. Et là, ça n'allait pas mieux. Pour moi, c'est un peu comme multiplier les chaussettes et les oignons. Enfin, je ne vois pas comment on peut multiplier des probabilités par des conséquences, quoi. Je sais pas, 2% de chance par 200 000 morts. Enfin, j'avais vraiment un problème conceptuel avec ce truc. Je n'arrivais pas du tout à l'utiliser. Et ensuite, j'ai regardé un peu quel usage ils en avaient fait. Donc, c'était censé permettre l'assurance du nucléaire, etc. En fait, c'était déjà joué à ce moment-là. Il n'y avait toujours pas d'assurance. Les assurances ont justement estimé que le risque était trop élevé et n'ont pas souhaité assurer le nucléaire. C'est finalement les États qui se sont substitués à elles, mais eux-mêmes, les États, n'ont pas les moyens de provisionner l'argent pour un accident nucléaire. Donc finalement, on peut dire que le nucléaire est sans doute la seule industrie à avoir aucune forme de réelle assurance. Mais en 1975, il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport Rasmussen et qui expliquait qu'en gros, qui démontrait très scientifiquement qu'il y avait un risque sur 17 000 d'accidents nucléaires majeurs par réacteur et par an. Il y a eu ensuite, il y avait déjà eu
En 66, une fusion partielle dans le Michigan. En 67, une fusion en Écosse. En 69, donc Saint-Laurent-des-Eaux, plus une autre en Suisse. En 80, Saint-Laurent-des-Eaux. En 79, Three Mile Island. En 86, Tchernobyl. Et à la fin, en 2011, enfin la dernière en date, 3 d'un coup à Fukushima. Donc du coup, si on suit leur raisonnement, je me suis dit, bon, du coup c'est faux, hein, que la probabilité est très faible, enfin 1 sur 17 000 c'est faux, finalement la probabilité est plus grande, et on se retrouve à nous, les antinucléaires, à dire le risque est élevé, le risque est élevé. C'est ça la conclusion du truc, quoi, puisque finalement la probabilité augmente, donc le risque est élevé, le risque est élevé. Et pour plusieurs raisons, il me semblait que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant à faire. D'une part, parce que si tu définis le risque comme le produit d'une probabilité par une conséquence, et que tu montres que la probabilité augmente, tu auras toujours un mec pour venir te dire « oui, mais les conséquences ne sont pas si graves, donc le risque est stable ». Alors comment on s'en sort ? On s'en sort en refusant en fait cette notion de risque, radicalement, en disant je n'utilise pas ce concept, il ne met d'aucune utilité. D'autant plus que quand on insiste sur le risque et tout, qu'est-ce qu'on fait ? On alerte les gens sur l'accident nucléaire. Donc je ne dis pas du tout que c'est inutile d'alerter les gens sur les dangers d'accident nucléaire, mais en fait, j'explique dans le bouquin qu'à mon avis, ça ne sert à rien. Parce que si tu dis, il y a un risque d'accident nucléaire, ça va nous tomber dessus, c'est pour maintenant, etc. Tant que tu dis ça et que l'accident n'a pas lieu, tu es toujours à chaque instant en train d'avoir tort, en fait. Il y a un accident et les autres ils disent non, ça va et tout, c'est eux qui ont raison. Donc pendant que tu dis ça, tu as tort. Et une fois que tu as raison, quand il y a un accident qui se présente, t'es mort. T'es mort, ou en tout cas ça sert plus à rien. Enfin, je veux dire, mon objectif à moi c'est pas d'avoir raison post-mortem, tu vois. Donc surtout t'as plus aucune possibilité de t'organiser collectivement autrement. C'est trop tard. Donc t'as juste raison une fois que c'est trop tard pour avoir raison. Donc c'est très bien de parler du risque d'accident nucléaire. Je comprends ça comme politique. Je veux pas jeter à l'eau 40 ans de lutte antinucléaire, mais il me semble que c'est insuffisant. Et donc mon idée, c'était effectivement toute simple, de dire on ne va pas parler de risque, on va parler de danger. Donc pareil, je me suis dit, danger, qu'est-ce que c'est et tout ça, et j'ai regardé un petit peu, je ne suis pas une fanat de l'étymologie, mais j'ai regardé un petit peu d'où venait ce mot et qu'est-ce que c'était, et je suis tombée sur un truc beaucoup plus intéressant que pour risque, au sens où je suis tombée sur la notion de dangier, D-A-N-G-I-E-R. Et en ancien français, le dangier, c'est en fait l'empire qui te menace. L'emprise en fait, l'empire, la puissance en fait qui te menace. Je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup plus à l'industrie nucléaire. Et donc voilà, j'ai décidé de parler de danger au lieu de parler de risque. Et à partir de là, je me suis posé la question, ce que je raconte dans le bouquin, quoi, de comment, quelles conséquences pratiques ça a, quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'avec le risque, on passe son temps en fait à calculer, et on calcule et on estime et on gère et juste derrière on accepte. Voilà, c'est ça, c'est l'acceptabilité. Le risque, par une petite série de procédés, paf, acceptabilité, quoi. Alors qu'avec le danger, tu as la possibilité d'avoir déjà un engagement corporel qui est différent. Quand tu sais que tu as un énorme danger qui te menace, un truc terrible, etc., tu as plusieurs choix, quoi. Je veux dire, tu peux savoir que c'est là et rien faire, c'est vrai, mais tu peux aussi te barrer, enfin, essayer de le fuir, en fait. Tu peux décider de l'affronter, tu peux décider de te mettre à plusieurs pour t'organiser, pour te soustraire à ce risque. Je ne sais pas si tu as un seigneur très puissant qui veut venir te prendre toute ta récolte et tout ton argent, tu peux te mettre à plusieurs pour l'accueillir quand il viendra te voir. Enfin, il y a des possibilités d'organisation pratique qui sont différentes. Et la conséquence principale de ce glissement, en fait, de ce refus de parler de risque et de ce choix de parler de danger, c'est qu'il n'y a plus du tout besoin d'être expert pour être antinucléaire. Il n'y a pas besoin de faire des calculs, il n'y a pas besoin de savoir des chiffres. On peut faire un livre sur le nucléaire sans aucun chiffre. Enfin, je veux dire, on peut parler du nucléaire sans date, c'est plus difficile, mais on peut parler du nucléaire sans aucun chiffre. En fait, on peut très bien être antinucléaire sans rien y connaître, quoi.
On est tout à fait légitime. Il suffit de l'avoir identifié comme danger et de dire qu'on n'a pas envie de ça.